Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 24. Nous sommes ici à Vivatech pour une semaine de l'écho consacrée à l'intelligence artificielle, le grand bouleversement. Elle est dans toutes les têtes, celle des chefs d'entreprise qui voient des opportunités, des salariés qui craignent pour leur emploi et évidemment celle des chefs d'État européens pour qui c'est un enjeu de souveraineté. On en parle avec vous, mes 4 invités. Merci d'être sur ce plateau. Bassam Farag Miazi, vous travaillez pour le groupe HCL Tech, un groupe indien présent dans 60 pays. Vous dirigez les activités pour la France et l'Italie. Bonjour. Alexandre Desfossés, vous êtes le cofondateur d'un laboratoire d'IA, QTI. Julie Huguet, directrice de la mission French Tech. Et enfin, David Gurlet, vous êtes je vais y arriver, je trouve, vous êtes le fondateur et le PDG d'Antimatter et Polycloud. Et vous avez été également le conseiller de Bill Gates pendant plusieurs années à Microsoft. Merci d'être sur ce plateau. Alors, il y a quelques jours, Dario Amodei d'Anthropic et Sam Altman d'OpenAI étaient assis à la table des grands de ce monde puisqu'ils étaient invités au G7. Au-delà, c'est plus qu'un symbole et vous allez nous dire pourquoi. Il y a quelques jours, Anthropic avait décidé de couper le robinet de ses IA les plus puissants puisque l'administration américaine lui avait demandé de la réserver aux seuls Américains. Ça a été une onde de choc pour l'Europe. Julie Huguet, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Vous vous êtes dit, ça va être très compliqué? Non, je me suis dit que c'était une opportunité pour la French Tech en réalité. Je pense que c'est un réveil même pour toute l'Europe. On doit avoir nos propres solutions. Comme les Américains ont leurs propres champions de la tech, comme les Chinois ont leurs propres champions, c'est juste un rééquilibrage. On doit être conscient finalement que nous aussi, on doit tout faire en sorte pour que nos startups deviennent ces champions globaux depuis la France. Et donc ensuite, libre à nous de pouvoir travailler avec des solutions françaises, européennes ou autres, mais au moins on aura le choix. David Gurlet, je vous fais réagir à ça. Vous, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans la tech. Est-ce que vous considérez que l'Europe et la France ont pris beaucoup trop de retard pour être encore dans la course? Sur certains sujets, oui. Sur d'autres sujets, non. D'abord, pour revenir à ce que Julie vient de dire, je suis tout à fait d'accord, parce que c'était en fait une bonne idée de Donald Trump d'interdire l'accès de cloud fable aux non-américains, parce qu'on a besoin de ce genre d'incentive en Europe pour pouvoir y arriver. Et par rapport à notre retard, oui, on a quand même pas mal de retard. Mais comment on fait aujourd'hui en Europe? On se dit, OK, ça a été une douche froide, et comment on fait aujourd'hui pour essayer d'être moins dépendant? Alors, Julie peut-être. Volontiers pour y répondre. Aujourd'hui, on a les entreprises. En fait, on a les technologies, on a des champions dans tous les domaines, la robotique, la cyber, l'intelligence artificielle, sur toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs aux applications concrètes dans la vie des gens. Ce qui nous manque, c'est simplement l'accélération, le fait que ces entreprises deviennent aussi grosses que celles qu'on peut voir arriver et émerger des États-Unis, par exemple. Et donc, en fait, c'est simple, il faut les accélérer. L'investissement en fait partie, mais surtout l'adoption de ces solutions, flécher les commandes vers ces entreprises pour qu'elles puissent avoir l'opportunité de se développer au niveau mondial. Alors, on va revenir justement sur toute cette question d'investissement qui est cruciale. Bassam Farag Miazi, vous travaillez pour un groupe indien qui est présent un peu partout dans le monde. Est-ce que la souveraineté est aussi un enjeu pour vous et de quelle manière ça se concrétise dans vos activités de tous les jours? Alors absolument, la souveraineté, elle est essentielle pour nous de deux parties en fait. HCL Tech est un acteur et fournisseur de la souveraineté en Inde. Nous avons juste communiqué récemment sur un partenariat qu'on a réalisé avec Sarvam, qui est justement une start-up très innovante. L'objectif, c'est de fournir l'infrastructure et la couche logicielle souveraine pour pouvoir aider les entreprises indiennes. Alors, quand on parle de l'Europe, on a exactement la même approche. L'avantage de HCL Tech, c'est que nous sommes 227 000 personnes à travers le monde et donc nous sommes agnostiques. Nous n'avons pas de cloud privé, nous ne sommes pas propriétaires d'une solution. Donc, tout simplement, nous allons mettre nos forces avec notre ADN d'engineering et puis toutes les solutions qui existent sur le marché européen avec la French Tech et d'autres acteurs pour pouvoir tout simplement industrialiser ces solutions de manière très neutre et sans enfermer nos clients dans une boîte avec un partenaire particulier. Alors Alexandre Desfossés, Julie Huguet vient justement d'évoquer ces investissements. Vous avez cofondé un laboratoire IA. Quand on voit les investissements qui sont à coût de milliards outre-Atlantique et les investissements qui sont faits en Europe qui ne sont pas du tout sur la même échelle, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous dites, si le hub parisien, par exemple, dans l'IA, il a les moyens de rivaliser?
Alors le hub parisien en IA, c'est un des plus dynamiques en Europe, si ce n'est le plus dynamique. Je pense que Londres reste une ville qui est historiquement très forte, en plus anglophone, ce qui leur permet d'attirer des talents de toute la planète. Mais Paris, c'est la ville qui a la croissance la plus forte. Ce que j'observe, c'est qu'on a effectivement les moyens de rester dans la course sur certains sujets. Venir concurrencer les modèles les plus puissants, ça reste compliqué. En fait, il va falloir des centaines de milliers de cartes graphiques. Les puissances installées aux États-Unis pour les data centers sont colossales. On parle de centrales nucléaires entières en termes de puissance électrique. Donc je dirais que la vision que j'ai pour le moment, elle est un peu entre les deux. Donc nous, on a aussi lancé une start-up qui s'appelle Gradium. Donc ça me permet de voir les deux aspects, la partie recherche pure, la partie commercialisation. C'est un environnement qui est extrêmement compétitif. On a des talents, mais je dirais que on a des arbustes, on a une forêt d'arbustes et il faut en faire vraiment, il faut en prendre soin pour qu'ils deviennent beaucoup plus solides et pérenniser cet environnement sur le long terme. Alors, vous avez évoqué le hub qu'il y a à Londres, il y en a un à Paris, il y en a un à Stockholm. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à un moment donné de mettre tous les acteurs européens à travailler ensemble? J'imagine que c'est compliqué. D'abord, ils travaillent ensemble. Parce que Oui, mais est-ce que c'est aussi intégré qu'en Chine ou aux États-Unis? Non, parce qu'en fait, on est beaucoup plus fragmenté de part de la disponibilité des capitaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que du côté États-Unis, on a tout ce qui est venture capital qui donne énormément de fonds à ces sociétés, des milliards et des milliards et des milliards. Et en Chine, on a le capitalisme d'État. Alors que nous, en Europe, on n'a ni l'un ni l'autre. Et donc, du coup, en fait, nos startups se trouvent à un moment donné en manque de capitaux pour aller passer prochaine étape. Donc, dans les nouvelles, on parle que Mistral va faire une levée de 3 milliards à une valeur de 20 milliards. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment très peu. Il faut qu'ils fassent une levée de 20 milliards pour une valeur de 200 milliards pour qu'ils puissent se permettre d'avoir les moyens, les capitaux nécessaires pour acheter, utiliser ces GPU pour pouvoir se concurrencer. Et c'est là que nous, on a un défaut en Europe. C'est pas parce que c'est à Stockholm ou c'est à Londres ou c'est à Paris, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à amener ces gros capitaux vers ces sociétés qui ont les moyens et les compétences pour réussir. Mais c'est un petit peu comme un marathonien qui va finir un marathon sous 2 heures, mais au bout d'1 heure et demie, il n'arrive plus à boire parce qu'il n'y a rien, et donc du coup, il s'essouffle et les autres qui gagnent. Julie Héguet, vous voulez réagir à ça? Oui, bien sûr. Les startups en Europe, en 2025, elles ont levé 60 milliards d'euros. Donc effectivement, c'est pas assez. C'est déjà très bien, cela dit, mais c'est pas assez. En revanche, il y a un levier qui est tout à fait sous-exploité, c'est la commande publique et privée. Le montant des commandes publiques en Europe, c'est 800 milliards d'euros. Donc SpaceX, au démarrage, c'était 22 milliards d'euros de commandes publiques. C'est ça qui a permis à l'entreprise de se développer. Donc nous, on pourra en créer 40 en fait des SpaceX. Alors, je raccourcis évidemment volontairement le trait parce que dans les 800 milliards d'euros, tout ne peut pas être fléché vers des startups, mais on a cette capacité-là, parce qu'aujourd'hui on ne l'exploite pas, de financer les startups par la commande. Et une commande est beaucoup plus structurante pour une entreprise que des fonds lui-même. Donc c'est aussi un levier à développer, et on a en plus de ça toute la commande privée, puisqu'aujourd'hui en fait les entreprises européennes, elles achètent autant des solutions qui viennent des États-Unis, de Chine, etc. Mais elles pourraient faire le choix de prioriser les solutions européennes, et à ce moment-là, on a un levier qui est absolument extraordinaire pour accélérer les startups. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience de nos forces, de nos faiblesses. Il faut attirer des gros capitaux, mais il faut aussi utiliser ces leviers qui n'ont pas encore été exploités pour créer nos propres champions. Alors, mais pourquoi ça n'a pas été exploité? Je pense que historiquement, on a toujours été, finalement, on est le continent entre la Chine et les États-Unis, très ouvert. On prend les solutions les meilleures quand elles arrivent. Mais à un moment donné, quand on veut créer des champions, il faut accepter d'utiliser la souveraineté pour ouvrir les portes, pour décider qui seront les futurs champions de demain, pour que nous aussi, on ait des entreprises à la hauteur de celles qui sont créées sur d'autres continents. Et ensuite, il faut encourager les entreprises à transformer l'essai, entre guillemets, parce que c'est l'excellence qui maintiendra les portes ouvertes. Il ne suffit pas de les ouvrir, la souveraineté va les ouvrir, mais après, il faut aussi que les entreprises grossissent, profitent de ces fonds qui sont fléchés vers elles pour devenir aussi bonnes que les solutions qu'on voit se créer ailleurs avec plus d'investissement. Alors, je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'il n'y a pas des fragilités tout de même dans l'écosystème français, l'écosystème européen? On voit aux États-Unis, il y a des entreprises de la tech, des grands groupes qui sont là depuis très longtemps, qui investissent dans l'IA, des anciennes startups qui sont devenues des énormes réseaux sociaux.
puis les startups qu'on vient voir arriver aujourd'hui avec Anthropic qui n'est pas encore coté, ou bien OpenAI. Alexandre Desfossés, vous qui avez créé ce labo, qui connaissez très bien l'écosystème parisien, ces fragilités qu'on a côté européen, ces manques dans la structuration des groupes, ça va être un défaut possible à rectifier ou c'est pas la peine d'essayer? En tout cas, c'est sûr qu'au niveau des créateurs d'entreprises ou de la direction des laboratoires de recherche, c'est un challenge supplémentaire qui demande une certaine forme de créativité. Il y a un vide en fait en Europe entre les entreprises du CAC 40, les grosses entreprises historiques, et les startups. Ce vide, c'est un peu aussi la conséquence du décrochage technologique lors des dernières phases d'innovation, que ce soit sur les puces de calcul, le logiciel. Malgré tout, en fait, on a une nouvelle chance. Bon, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont fonctionné. On a une nouvelle chance, en fait, de créer cet écosystème, de le faire perdurer sur le long terme. Et cette chance-là, je pense qu'il ne faut pas la laisser passer en étant défaitiste. Je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut rester à la pointe. Et pour rebondir sur ce qui a été dit par Julie, l'ambition qu'on doit avoir, c'est pas d'être le meilleur labo ou la meilleure entreprise en Europe. En fait, on veut être des leaders mondiaux. Effectivement, si ça passe par la commande européenne, c'est très bien, mais il faut garder ça en tête. Je pense qu'on peut quand même, on peut penser encore qu'il y a une possibilité aux États-Unis, la révolution, elle est devenue d'une zone qui fait quelques kilomètres carrés. C'est la Silicon Valley, tout est autour de 2 universités, Stanford, Berkeley. Il y a quelque chose qui s'est construit autour, mais à la base, il n'y avait rien et c'est devenu une zone géographique bien plus riche et puissante et innovante que des pays entiers. Est-ce que c'est la même chose qui va se passer à Paris, à Stockholm ou à Londres? Peut-être pas dans les mêmes mesures, mais en tout cas, on peut tout faire pour s'approcher de ça. Alors, on a évoqué les investissements en termes de montant avec vous. Mais évidemment, les investissements, c'est aussi les investissements dans les hommes et les femmes qui font l'IA. On sait qu'en Europe, on a un socle académique qui est très bon, un socle de recherche également. En revanche, on voit bien que ces talents, ils partent. Ils partent notamment aux États-Unis. Par exemple, Alexandre Desfossés, je vais vous poser la question de manière très concrète. Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà été, si on a essayé de vous débaucher, mais combien de fois on a essayé de le faire? C'est arrivé quelques fois, mais étonnamment, pas tant que ça pour les États-Unis. Je pense que là où il y a aujourd'hui une force, c'est... moi, je sais que quand j'ai commencé mes études, c'est vrai que dans l'informatique, tout le monde partait aux États-Unis. C'était vraiment l'Eldorado. Sur l'intelligence artificielle, il s'est passé quelque chose d'assez puissant, qui a commencé par l'ouverture des laboratoires, des grosses entreprises américaines de bureaux, de laboratoires à Paris, par exemple. Et ça, en fait, ça a permis de lancer toute une génération de personnes qui sont restées en France et qui maintenant créent des entreprises, créent des laboratoires. Et aujourd'hui, on voit sur les étudiants en master en intelligence artificielle qui candidatent chez nous pour des stages ou des thèses de doctorat. On a très peu de refus parce qu'ils nous disent non, en fait, je veux partir aux États-Unis. Il y a un confort de vie, il y a la culture. Et si on arrive à donner quelque chose d'assez prometteur, en fait, la plupart de nos talents préfèrent rester. David Gurley, je me tourne vers vous parce que vous l'avez fait cet exode. Vous êtes parti pendant quasiment 30 ans, vous avez choisi de revenir. Il existe malgré tout, désolé de vous le dire, mais en fait, l'Europe, dans son intégralité, perd énormément de talents IA qui partent à l'étranger après avoir été formés en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors d'abord, je voudrais dire que beaucoup d'innovations aux États-Unis arrivent grâce aux Européens. Ayant vécu aux États-Unis pendant 20 ans, je peux vous dire que la plupart, on va dire, de la classe dirigeante de ces startups ou de grosses structures sont des Européens, des expatriés comme moi, je l'ai été. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a une ambition des individus ici en Europe qui veulent aller à l'échelle mondiale. Mais malheureusement, France, l'Europe, n'arrive pas à transformer, et c'est le métier de Julie, ces entreprises-là à l'échelle mondiale pour des raisons systémiques et pas pour des raisons culturelles. C'est-à-dire ça veut dire qu'on a parlé des capitaux, on a parlé de la commande publique, on a parlé aussi de l'appétit du risque.
Lorsque on travaille avec un grand groupe, et on a un petit start-up qu'on va essayer de vendre à un grand groupe, ben, ça leur prend 2 voire 3 ans à acheter un produit. Et pour un start-up, c'est une éternité. C'est même la fin s'ils n'ont qu'un seul de ses clients. Et alors qu'aux États-Unis, ce genre de contrat se passe beaucoup plus rapidement. Donc du coup, ben, les fonds des clients arrivent beaucoup plus vite et ça leur permet d'aller récupérer des fonds de plus en plus grands, etc. Donc ce mécanisme, on ne l'a pas en France et qu'il faut le mettre. Deuxièmement, pourquoi moi ce que je suis de retour, c'est parce qu'en fait l'Europe, la France est une très bonne centre de gravité à plein d'aspects si on a une ambition mondiale. Si on est américain, ben on est un petit peu trop américain. Si on est asiatique, on est un peu trop asiatique. Alors qu'en Europe, on peut jouer sur les 2 tableaux. Et ça, c'est vraiment l'avantage que l'Europe représente. Moi, franchement, je ne cherche pas les capitaux en Europe parce que je n'arrive pas à les avoir. Moi, lorsque je veux 200 millions d'euros, il n'y a pas aujourd'hui un fonds en Europe qui est capable d'écrire un chèque de 200 millions d'euros. Donc, je suis obligé de les chercher aux États-Unis. Mais ce n'est pas grave. Eux, ils veulent faire de l'argent. Moi, je veux faire de l'argent. Et ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on n'y arrive pas. Comment vous voulez réagir à ça, Julie Huguet? C'est fou quand même, il vous dit bah, l'argent, je sais que je ne le trouvais pas en Europe, donc je ne cherche même pas. Mais alors, je pense aussi que vous avez vécu aux États-Unis, vous avez peut-être des connexions, parce qu'on a des startups qui décident d'avoir des fonds uniquement européens et qui arrivent très bien, comme Mistral, comme Yann Lequin avec Amilab, comme H Company, qui a quand même une majorité de ses fonds aussi qui sont basés en Europe. Et je le vois au quotidien dans les entreprises qu'on accompagne, dans nos classements, dans nos programmes d'accompagnement. S'ils font le choix de trouver des fonds en Europe, ils y arrivent sur les premières séries. Donc sur des montants jusqu'à 1 milliard, ils arrivent à trouver des fonds européens. C'est plutôt après qu'il y a une certaine forme de décrochage qui se fait. Je pense que l'écosystème européen est beaucoup plus jeune que l'écosystème américain. Il y a ça aussi. Donc on a finalement 10 années de recul. On commence à avoir des entreprises qui ont des tailles matures, qui nécessitent soit des gros investissements, soit des exits, entrées en bourse, rachats, etc. Et donc c'est un peu les priorités sur lesquelles on doit travailler pour arriver maintenant à se structurer, à avoir des réponses pour ces entreprises qui sont là et qui veulent passer l'étape d'après. Donc on est en train de le faire en fait, on construit comme une entreprise, on se construit au fur et à mesure que l'écosystème évolue. Moi je vois quand même des signaux plutôt positifs. Je suis complètement persuadée qu'on peut créer un champion à l'échelle mondiale en restant ici, en gardant un capital en partie européen. Il peut y avoir des fonds américains. Et je pense que ce qui est intéressant pour revenir sur cette question des talents, c'est qu'un talent qui part de France, qui va se former aux États-Unis et qui revient, qui crée une entreprise ici, comme vous l'avez fait, comme Yann Lequin le fait, comme on en voit beaucoup, en fait, c'est clé parce que si on veut créer ces fameux champions internationaux, il faut aussi avoir ce mindset international. Donc si on reste et on fait toute sa carrière franco-française, on va avoir du mal après à comprendre les enjeux des différents pays, les cultures, comment s'adapter, comment adapter son produit, comment mieux se vendre dans les autres pays. Donc moi, je vois d'un bon œil, en fait, le fait qu'on ait des talents qui sortent de l'école, qui partent, qui reviennent et qui apportent cette valeur finalement à la France et à l'Europe. Alors, en parlant d'état d'esprit, Sainte-Marie Fiasi, vous accompagnez des entreprises dans leur démarche IA. Est-ce que vous êtes patronne des activités françaises? Vous trouvez que les entreprises françaises, elles ont justement cet état d'esprit? Est-ce qu'elles se sont emparées de l'IA ou c'est encore balbutiant? Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que mes collègues ont dit. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de l'expansion de l'IA et de comment devenir en fait un acteur mondial. On a parlé de fonds d'investissement, on a parlé des difficultés que les startups. Moi, je pense qu'on oublie quelque chose de très important. Pour que nos startups puissent distribuer leurs produits de manière pour comparer à Google ou pour comparer avec, par exemple, les solutions qu'on a de AWS, etc. Il faut quand même un process d'industrialisation. Et ce process d'industrialisation, il a besoin de financement, mais il a aussi besoin d'expertise et de temps. Ça prend beaucoup de temps pour pouvoir industrialiser un produit et le distribuer à grande échelle. Donc, pour répondre à la question, HCL Tech observe 2 choses. Nos clients le voient comme un projet. En fait, ils veulent tous faire de l'IA, ils sont très très pressés et ils veulent faire un projet sur un besoin particulier. Je pense qu'il faut vraiment intégrer l'IA dans la réflexion initiale du business. Il ne faut pas que ça soit une couche ajoutée qui vient juste pour complémentarité et dire on est en train de faire de l'IA pour faire de l'IA. Donc il faut repenser, travailler en partenariat peut-être. Toutes ces startups européennes et françaises ont des idées géniales.
il y a des industriels comme HCL Tech qui sont encore une fois agnostiques et qui ont toute la capacité d'industrialiser derrière, avec des financements, mais aussi avec un partenariat. Donc, vous amenez l'agilité et puis on va ramener tout le process industriel pour qu'on puisse délivrer dans des conditions très industrielles et très conformes aux attentes du client. Julie Huguet, je me tourne vers vous. Je vous pose un peu la même question en fait. Est-ce que pour vous, les entreprises françaises, il y a beaucoup de TPE, PME qui se disent peut-être, en fait, l'IA, c'est pas pour moi? Alors en fait, on a toutes les solutions d'intelligence artificielle en France et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Je pense qu'il y a eu une première vague où les entreprises ont réfléchi à une adoption un peu massive, souvent portée par les services IT des entreprises, et où là on voit bien qu'aujourd'hui c'est en fait devenu un sujet stratégique. Donc c'est un sujet des COMEX, des dirigeants, des directeurs financiers et des métiers, et on se demande quel retour sur investissement on veut aller chercher. Ça peut être un retour sur investissement financier, ça peut être la conquête de nouveaux marchés, ça peut être une expérience qui est améliorée. On peut avoir des retours sur investissement aussi dans des domaines clés pour le grand public, par exemple améliorer les soins dans les hôpitaux, améliorer les temps de recherche des médicaments. Je pense que la question c'est pas tant de comment on va adopter et si tout le monde doit l'adopter entre guillemets c'est pas forcément l'adopter, mais juste avoir l'état d'esprit de se dire voilà mon activité, même si je suis une petite entreprise ou une petite PME, est-ce que ces entreprises là dans leur ensemble elles s'approprient les possibilités, les opportunités? C'est pas forcément évident, elles peuvent se dire voilà ça va me coûter cher. Non, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt qu'il y a cette réflexion de pourquoi je veux l'adopter et comment je vais l'adopter. Et je pense que ça vaut le coup de prendre ce temps de réflexion avant de déployer des outils qui vont peut-être pas être très utiles pour son entreprise. Donc moi, j'ai la sensation que l'adoption, elle est vraiment en train de se faire pour toutes les tailles d'entreprise. Après, effectivement, la clé, ça va être de, si j'ai un projet ultra stratégique, que je veux du sur-mesure, parce que je veux améliorer une expérience, etc., et que je suis une petite entreprise, est-ce que j'ai les moyens de le faire? Parce que là, je vais avoir besoin d'entreprises qui font de la dentelle, du sur-mesure, et peut-être que ce que je vais trouver sur étagère, dans des solutions qui sont plus larges, ne vont peut-être pas me convenir. Donc en fait, je pense que les entreprises, elles se posent ces questions aujourd'hui, elles réfléchissent à la stratégie de déploiement, mais en revanche, moi, je vois une accélération dans l'adoption sur toutes les tailles d'entreprise. D'accord, vous venez d'évoquer le monde du soin, justement. Bassant Farag Miassi, vous accompagnez les acteurs du soin, où l'IA a fait des formidables progrès. Oui, absolument. Alors, on travaille sur plusieurs domaines. On a tous les instruments médicaux, par exemple. Aujourd'hui, elles sont assistées par l'intelligence artificielle. On travaille sur des programmes de recherche pour les médicaments, pour les soins dans les hôpitaux. Donc, effectivement, on commence réellement à injecter l'IA dans toutes les réflexions. Beaucoup dans les recherches et développements aussi, pour finalement les laboratoires de recherche et les médicaments, encore une fois. Alors, il y a un thème que je voudrais évoquer avec vous, parce que je pense qu'il n'y a pas un jour ou une semaine qui passe sans que vous-même, certainement, vous entendiez autour de vous, de toute façon, toi, ton job, il va être remplacé par l'IA, etc. C'est quelque chose qu'on entend énormément. Beaucoup de gens ont forcément peur de ce qu'on appelle job apocalypse désormais. Est-ce que pour vous, c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Sachant qu'il y a quand même eu des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, notamment l'OCDE qui considère qu'il y a un tiers des emplois qui est relativement menacé par l'automatisation qui pourra être générée par l'IA. 5 millions d'emplois menacés à court terme. David Gurley, peut-être? Malheureusement, il y a du vrai dedans. Je peux vous dire, nous sommes une centaine de personnes. Et lorsque je demandais à l'équipe, est-ce que vous voulez prendre des stagiaires? Est-ce que vous voulez prendre des jeunes qui sortent de l'école? La réponse de tout le monde, surtout pas. Pourquoi? Alors pourquoi surtout pas? Pourquoi? Parce que d'abord, il faut les gérer, ils savent pas vraiment bien travailler, alors que le travail que je leur donnerai, je préfère le donner à l'IA et je le récupère en 5 minutes, je fais 2-3 itérations, c'est une meilleure qualité. Pourquoi je perds mon temps? Donc ça, c'est vraiment la réponse concrète des ingénieurs, des gens de marketing, des gens de finance, des gens de Lego, pour dire que je ne veux pas des gens inexpérimentés. Donc cette réalité, elle est très dure, surtout si les jeunes n'ont pas la compétence IA. Alors moi, ma réponse toujours à l'équipe dirigeante est de dire, OK, mais imaginons qu'il y a un jeune qui en veut, qui a l'éthique de travail, et qui a les compétences de l'IA, est-ce que tu ne penses pas que ça sera beaucoup plus enrichissant pour toi de travailler avec une personne comme ça que
projeter ce que toi tu étais il y a quelques années sur cette nouvelle génération. Donc ce problème-là, il est là et c'est un débat que j'ai constamment avec l'équipe vis-à-vis de ça. Deuxièmement, aujourd'hui, si je prends je suis un ingénieur télécom et logiciel. Aujourd'hui, coder n'est plus un asset, on va dire un skill qui est requis. C'est plutôt comment piloter les différents modèles IA qui en font en fait un bon ingénieur. Donc on n'embauche plus des gens aujourd'hui en leur faisant passer des tests de code. On embauche des gens en leur disant voici un gros problème, utilise tous les outils de l'IA que tu as sous ta disposition et donne une solution dans 1 heure. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence. Donc pour moi, l'enjeu n'est pas une question de jobs qui vont disparaître, mais comment est-ce que la formation et le talent va utiliser ces nouveaux outils pour se mettre dans la place du marché pour aller aider les sociétés. Alexandre Desfossés, je vous fais réagir là-dessus. Alors sur l'usage dans l'économie en général, je ne vais pas forcément être le mieux placé. Moi, j'observe des choses assez proches de ce que David a mentionné sur la transformation du travail dans la recherche de pointe, où de plus en plus de parties vont être réalisées par l'IA. Ça permet aussi en fait de continuer à rester dans la course. Ça remet en question un peu quelle est la nature du travail. Nous, la recherche, c'est quoi? C'est identifier une thématique, trouver des idées. Au final, c'est une science expérimentale, donc on va implémenter une solution et regarder les résultats. Est-ce que ça remplace des gens? Pardon? Est-ce que ça remplace des salariés, des chercheurs? Est-ce que l'IA remplace des salariés? Oui, dans votre activité. Dans notre domaine, pas vraiment, parce que la recherche, c'est infini en fait. Quand on répond à une question, on apporte une réponse à une question, on a 3 nouvelles questions qui apparaissent. De toute manière, c'est ce qu'on disait plus tôt, pour assurer la souveraineté, rattraper les Américains, il y a énormément de travail et on ne peut pas se passer de l'aide de l'IA là-dessus. Moi, je trouve que la nouvelle génération, tous les stagiaires qu'on va recruter, ils adoptent ces outils extrêmement vite. Ça fait des gains de productivité et ça leur permet très vite de contribuer d'une manière assez conséquente à notre projet commun qui est développer des modèles ouverts, souverains. Alors, Julie Huguet, faut-il avoir peur de la job apocalypse, comme on dit? Alors moi j'ai vu une étude du World Economic Forum qui parlait plutôt d'un solde positif. Il y a certes des emplois qui vont disparaître, mais il y en a aussi beaucoup qui vont être créés. Donc on est plutôt dans une transformation, je dirais. Et c'est peut-être cet entre-deux qui est assez inconfortable. Je pense qu'après on va trouver notre place. Il faut faire attention effectivement dans cet entre-deux à pas laisser des générations de côté comme les jeunes, là où c'est très important, parce qu'effectivement il faut qu'on les forme. C'est quand même nos futurs leaders aussi. Donc là je pense qu'il faut faire attention à ça. En revanche, moi j'ai vu plutôt le sujet sous un autre prisme en voyageant beaucoup ces derniers mois, notamment en Corée, au Japon, où les problèmes démographiques sont très importants et on voit qu'en France aussi, on est sur un vieillissement de la population qui va faire qu'à un moment donné, on va avoir de plus en plus de mal à pourvoir nos postes et eux sont plutôt en train de se demander comment justement ils vont utiliser l'intelligence artificielle, la robotique pour remplacer les emplois sur lesquels aujourd'hui ils n'arrivent plus à recruter. Donc si on regarde un peu cette dynamique-là, je pense que non, c'est plutôt une transformation qui est long terme et que c'est l'intelligence artificielle comme la robotique d'ailleurs dans nos usines vont apporter des solutions dont on a besoin en fait en réalité. Andrea Bassan, Farid Miassib. Ça a été quand même un paradoxe. L'arrivée de l'IA a créé plus d'emplois. On vient d'embaucher 11 000 personnes, en plus des 227 000 déjà dans le groupe. Nous avons anticipé l'arrivée de l'IA par beaucoup de formations, en fait. Et c'est devenu quasiment obligatoire pour tout salarié de notre entreprise de passer de cycles de formation récurrents sur l'IA. Donc effectivement, la nature du travail est en train de changer. On ne code plus, on ne fait plus ça, mais par contre, on travaille à définir l'IA qu'on met à disposition du client et donc nos postes évoluent, mais les postes sont toujours là et l'humain est toujours au cœur de notre activité de toute façon. Julie Huguet, je vais rebondir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, justement, ce développement de l'IA par rapport aux questions de dépendance. Là aussi, en France, par exemple, est-ce qu'on se prépare à utiliser l'IA justement pour les personnes âgées, pour les aider à être plus autonomes, à rester chez elles? Ou est-ce qu'on est complètement largué? Parce que ça va très vite au Japon, par exemple. Chez nous, ça met plus de temps à se développer. Alors l'intelligence artificielle comme la robotique qui est aussi sur ces sujets,
Je- Aujourd'hui, oui, on s'y prépare. On a des solutions qui se développent, qui sont déjà implémentées. Je pense par exemple à Hublot qui permet une meilleure gestion du personnel soignant dans les hôpitaux. Je pense à Wondercraft qui fait des humanoïdes et qui pense déjà à la future génération en se disant tiens, comment est-ce qu'on pourra aider justement toutes les personnes qui auront besoin d'accompagnement et qui n'auront pas de personnel pour le réaliser. On discutait avec Jean-Louis Constanza qui est un des cofondateurs de Wondercraft. Donc c'est une entreprise, peut-être pour resituer, qui au démarrage faisait des exosquelettes pour faire marcher les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, a utilisé cette technologie pour faire des humanoïdes en capacité de porter des charges lourdes dans les usines, notamment travailler avec Renault. Et il s'interroge en se disant, on sera en capacité très certainement, en passant à l'échelle sur ces humanoïdes, dans quelques années, peut-être 5 ans, d'avoir des humanoïdes qui coûteront peut-être autour de 30 000 euros et donc qui pourront faire toutes les tâches ménagères, l'aide à domicile pour les personnes qui ont besoin de quelqu'un à temps plein. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des solutions qui pensent à ça et que c'est un véritable besoin sur lequel on a besoin d'avoir des solutions concrètes, françaises, européennes. D'accord. David Gurley, vous pensez que ça va changer comment notre quotidien? Parce que pour l'instant, on utilise l'IA, par exemple, pour aider à faire des lettres de motivation, pour préparer les vacances, des petites choses comme ça. Pour vous, si vous projetez, je ne sais pas, 5 ans en avance, votre IA tous les jours, elle va faire quoi pour vous? Pour moi, c'est un petit peu l'augmentation. Quand je pense à AI, je dis Augmented Intelligence. Donc, on est, je pense, dans une phase où chaque humain qui est capable d'utiliser l'IA de bonne manière devient en fait un super humain. On peut faire mieux, on peut faire plus vite, on peut faire beaucoup plus. Mais qu'est-ce que ça nous permettra de faire mieux et plus vite, par exemple? Je vous donne très simple. Aujourd'hui, lorsque je veux faire de la recherche sur le marché, etc., la qualité qui sort de la recherche à la vitesse à laquelle je récupère la recherche est bien supérieure à quelqu'un qui le ferait pour moi de l'ancienne manière. Donc déjà, l'information et les signaux que je reçois et l'interprétation de ces signaux, aujourd'hui, me permettent de prendre des décisions beaucoup plus rapides à beaucoup plus longtemps que je le faisais il y a 1 an. Donc du coup, j'anticipe mieux, du coup, je comprends mieux et je communique mieux. Donc, lorsqu'on sait que une entreprise, c'est des humains qui travaillent ensemble, la communication, la compréhension, c'est l'essence même. Donc, l'IA, qui est le champion de processing de données, nous permet d'accélérer et d'améliorer la qualité de ce qui en sort. Et dans les 5 ans à venir, petit à petit, on va pouvoir déléguer de plus en plus. Donc, aujourd'hui, on est quand même très surveillant de ce qui sort, pour pouvoir être sûr que la qualité va être selon nos attentes. Mais demain, on aura moins besoin de faire ça. Et donc, du coup, beaucoup de choses seront produites par IA sans intervention humaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrochage, justement, entre ceux qui auront accès, les moyens d'avoir accès, et ceux qui n'auront pas accès, par exemple dans d'autres pays? Moi, je peux rebondir là-dessus et du coup répondre à cette question, je trouve assez intéressant, c'est que c'est le CEO donc Gauthier Cloy, le CEO de H Company, qui disait, imaginez, aujourd'hui, s'il y avait des extraterrestres qui nous regardaient toute la journée, on est derrière nos ordinateurs, il y avait un écran, des gens qui tapent, ils se demanderaient ce qu'on est en train de faire. Je crois que le futur de l'intelligence artificielle, justement, et grâce à des solutions comme Gradium, c'est d'utiliser la voix, d'utiliser finalement nous, de rester à l'état naturel, finalement, d'arrêter d'avoir tous ces outils qui sont finalement dérangeants dans notre quotidien pour faire à des agents tout ce on faisait nous manuellement et qu'on fait encore manuellement aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pour répondre à votre question, c'est que c'est beaucoup plus inclusif. Utiliser un outil d'IA vocal et à la portée d'un enfant de 5 ans qui se pose une question, qui veut des réponses. Pas forcément tous les mêmes moyens technologiques. Vous et moi, on n'a pas forcément le même smartphone. Ah non, mais alors des technologies typiquement comme Gradium, et je pense que c'est ça, parce que l'IA vocale, pour moi, c'est typiquement l'exemple du futur, ça peut être mis partout. Ça peut être l'État qui met à disposition de l'IA vocale pour répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser en rentrant, en réfléchissant et en essayant de faire sa déclaration d'impôt, par exemple. Ça peut être mis à disposition d'un service de secours pour que même un enfant puisse prévenir qu'il y a eu un accident chez lui ou que ses parents sont tombés par terre. En fait, pour moi, ces technologies, elles sont construites pour s'adapter à tous les supports, pour répondre à tous les besoins dans tous les secteurs. C'est ça qui est intéressant. Alexandre Desposé, je vous pose la question parce qu'on n'est pas tous égaux devant la technologie. Effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est une technologie, vu qu'on s'exprime, on exprime nos besoins et notre projet en langage naturel,
c'est beaucoup plus accessible d'une certaine manière. Encore faut-il savoir ce que l'IA peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, un peu ses limites. Et ça, je pense, c'est là-dessus qu'il y a de la formation et de l'éducation à faire. Ensuite, sur les moyens, je pense qu'il faut distinguer différentes choses. À l'heure actuelle, c'est accessible sur la plupart des smartphones. Un abonnement pour une IA ne coûte pas spécialement plus cher qu'un abonnement à la salle de sport. Il va y avoir des modèles beaucoup plus avancés qui, eux, par exemple, dans le domaine des maths ou des sciences, vont coûter plus cher pour des gens spécialisés. Mais c'est vrai que sur la vie quotidienne, je pense qu'on peut espérer une démocratisation pour toutes les tranches d'âge, que ce soit les enfants, les personnes plus âgées, avec un accès à cette puissance. D'accord, Sainte Farag, merci. En fait, moi je pense que vous avez raison. Il y a des gens qui sont encore aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'information au même niveau que les autres. Je pense qu'il y a quand même une accélération pour les plus jeunes. Donc ça arrive dans les écoles, on leur donne des tablettes, on commence à leur faire des cours justement d'informatique. Il y a aussi un côté quand même qui est une responsabilité gouvernementale. J'imagine que dans les bureaux de poste aujourd'hui ou quand on va dans les hôpitaux, il y a une aide, il y a des agents qui commencent à initier et aider les gens à accéder à ces informations. Je pense que dans quelques années et très rapidement, finalement, ça sera un peu partout. On aura des bornes dans la rue qui nous parlent et j'espère qu'on y arrivera là pour pouvoir apporter donner accès à tout le monde. D'accord. Et vous-même, dans 5 ans, comment vous voyez votre rapport à l'IA? Vous allez tout lui demander chaque matin? Alors moi, je pense plutôt que on en a parlé il y a quelques minutes, c'est vraiment le physical AI. Moi, je crois que de plus en plus, on verra des petits robots qui vont nous assister partout. Alors dans la vie de tous les jours, on travaille dessus. Chez HCL Tech, on a certains programmes en cours pour développer ces assistants personnels, mais aussi dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, avec l'AI physique, on peut tout à fait accéder à des zones de forage qui sont très, très profondes, avec des hautes températures. On peut faire un niveau de précision que l'humain ne peut pas faire. Et donc, toutes ces choses vont s'accélérer. On va faire appel de plus en plus. Nous avons quelques programmes et quelques partenariats dont on va communiquer bientôt. Mais pour moi, c'est vraiment le futur. Donc, des IA qui nous aideront chaque jour à faire le ménage, à faire la cuisine Aussi. Julie Huguet, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça avant qu'on termine? Effectivement, je pense que la robotique, c'est l'aboutissement ultime de ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle. Maintenant, je pense qu'il faut que l'intelligence artificielle, comme l'IA vocale, etc., se soit intégrée partout pour faciliter le quotidien, la vie des citoyens, qu'on ait des réponses plus rapides et que finalement qu'on arrête de s'embêter, de perdre du temps sur des choses qui sont plutôt inutiles. Donc voilà, pour moi, c'est ça. David Gurlé, pour terminer, là, on parle de choses très positives sur l'IA, mais il y a quand même de sacrés risques. Il y a d'abord les risques que tous les acteurs qui utilisent l'IA ne sont pas des bons acteurs. Tout à fait. Voilà, donc comme toute technologie. Vous pensez aux cybercriminels, par exemple? Les cybercriminels ou de certains États qui vont l'utiliser contre nos intérêts. Parce que ce qui est bon en utilisant l'IA peut devenir aussi très bon en essayant de faire mal avec l'IA. C'est la crainte d'ailleurs d'Anthropic avec Mythos 5 qui craignait que ça tombe dans les mains de cybercriminels et qui justement puissent déceler des failles et les utiliser à mauvais escient et non pas pour les corriger. Oui, alors les cybercriminels, ils dépendent pas d'Anthropic, ils ont accès à tous les modèles open source. Ils craignaient qu'ils aient accès à de tels outils. En fait, croyez-moi, ils ont accès à des outils extrêmement puissants, gratuitement, améliorés, pour faire quand même leur malice. Donc, toutes ces interdictions, pour moi, c'est juste des postures politiques. La réalité, c'est que dans le dark web, il y a malheureusement des acteurs qui sont très très forts et souvent des acteurs étatiques qui vont utiliser ça pour leurs fins. Mais dans l'ensemble, la démocratisation de l'IA, elle est là. Elle arrive devant nous. Elle double chaque année. 400 millions d'utilisateurs en 2024, 800 millions en 2025, probablement 1,6 milliard en 2026. Et les gens passent de plus en plus de temps avec. Donc je pense que le bénéfice qu'on en tire de l'IA par rapport aux dommages qui peuvent être faits sont nettement supérieurs. Et l'humanité s'améliore à grande vitesse. Eh bien, ce sera le mot de la fin, David Gurlé. Merci à tous les 4 d'avoir été sur ce plateau pour ce débat sur l'IA, le grand bouleversement. C'était la semaine de l'écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée.